Il est 2h37 du matin. Sarah fixe l'écran de son téléphone dans l'obscurité de sa chambre. Elle voulait juste vérifier quelque chose rapidement avant de dormir. Ça fait maintenant 3 heures qu'elle scrolle. Demain, elle a une présentation importante au travail. Le document qu'elle devait préparer depuis une semaine, toujours pas terminé. Elle se sent épuisée, mais incapable de lâcher son écran. Juste une dernière vidéo, se dit-elle pour la 20e fois. Cette scène, tu la connais peut-être. Pas forcément à 2 heures du matin, pas forcément avec une présentation, mais cette sensation, cette culpabilité silencieuse qui te ronge quand tu réalises que, encore une fois, tu as gaspillé des heures précieuses sur des choses qui ne comptent pas vraiment. Et le pire, tu ne comprends même pas pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé ensuite pour Sarah, parce que son histoire pourrait bien changer la tienne. Le lendemain, sa présentation a été un désastre. Pas parce qu'elle manquait de talent, mais parce qu'elle était tellement épuisée mentalement qu'elle n'arrivait même plus à formuler ses idées clairement. Son manager l'a remarqué, ses collègues aussi, mais personne n'a vu la vraie cause. Son cerveau était littéralement en train de se reprogrammer contre elle, neurone après neurone, jour après jour. Et si je te disais que pendant que tu regardes cette vidéo en ce moment même, exactement le même processus se déroule dans ton propre cerveau. Un phénomène invisible, silencieux, mais terriblement puissant qui évalue en permanence si tu devrais continuer à te concentrer ou céder à quelque chose de plus facile. Ce calcul neuronal, ton cerveau le fait des milliers de fois par jour, sans que tu en aies la moindre conscience. Et petit à petit, décision après décision, il détruit ta capacité à accomplir quelque chose de profond, de durable, de vraiment important. Mais voici la question qui va tout changer. Et si ce même mécanisme neuronal qui te pousse à éviter l'effort pouvait être retourné pour te faire désirer cet effort ? Et si la discipline pouvait devenir aussi naturellement agréable que scroller sur ton téléphone, aussi irrésistible qu'une notification qui illumine ton écran? Ce n'est pas du discours motivationnel superficiel, ce n'est pas une promesse magique de développement personnel, c'est de la neuroscience pure et dure, validée par des centaines d'études scientifiques. Sarah a découvert cette vérité, et en comprenant comment son cerveau fonctionnait réellement, elle a enfin compris pourquoi sa volonté l'avait toujours lâchée au moment crucial, et surtout ce qu'elle devait faire à la place. 3 mois plus tard, cette même personne qui ne pouvait pas lâcher son téléphone à 2 heures du matin se levait maintenant à 5h30, méditait pendant 20 minutes, écrivait pendant 2 heures et avait déjà accompli plus avant 9 heures que la plupart des gens en une journée entière, sans stress, sans forcer, naturellement. Tu te demandes probablement comment est-ce possible ? La réponse va te surprendre, et elle commence par comprendre un principe fondamental que ton cerveau suit religieusement, sans exception, depuis que tu es né. Ton cerveau n'est pas un ordinateur passif qui exécute simplement tes ordres. C'est un système d'optimisation ultra sophistiqué qui fonctionne selon un principe économique d'une simplicité déconcertante. Obtenir le maximum de récompenses en investissant le minimum d'énergie possible. Imagine ton cerveau comme un trader de Wall Street qui analyse constamment les marchés, cherchant le meilleur retour sur investissement. Sauf que ce trader ne s'intéresse pas à l'argent. Il s'intéresse à quelque chose de beaucoup plus précieux dans le monde biologique, l'énergie métabolique. Chaque action que tu envisages est instantanément évaluée selon une équation neuronale brutalement simple. Effort élevé plus récompense incertaine égale signal d'arrêt immédiat. Effort faible plus plaisir garanti égale feu vert. Et avant même que tu en prennes conscience, avant même que tu puisses réfléchir rationnellement, la décision est déjà prise au niveau neuronal. C'est pour cela que la procrastination ne ressemble pas à un choix conscient. C'est parce que ça n'en est pas un. C'est une réaction automatique, gablée profondément dans les circuits primitifs de ton cerveau. Maintenant, écoute bien cette partie, car elle va tout éclairer. Ce n'est absolument pas un défaut de ta personnalité, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de caractère. C'est un programme de survie ancestrale qui remonte à des centaines de milliers d'années, à une époque où économiser son énergie signifiait littéralement la différence entre survivre et mourir. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient dans un monde où la nourriture était rare, où chaque calorie comptait, où dépenser de l'énergie inutilement pouvait signifier ne pas avoir assez de force pour chasser le lendemain ou pour fuir un prédateur. Dans ce contexte, un cerveau qui favorisait l'économie d'énergie était un cerveau qui augmentait tes chances de transmettre tes gènes à la génération suivante. La sélection naturelle a donc favorisé les individus dont le cerveau était câblé pour éviter l'effort inutile. Et devine quoi ? Tu as réédité ce cerveau. Nous en avons tous hérité. C'est écrit dans ton ADN neuronal.
Mais voici le problème majeur, le paradoxe tragique de notre époque moderne. Ce cerveau ancestral, parfaitement adapté à son environnement d'origine, vit maintenant dans un monde qui a été méthodiquement conçu pour l'exploiter, le manipuler, le pirater. Chaque application sur ton téléphone a été développée par des équipes entières d'ingénieurs en neurosciences comportementales, de psychologues, de designers d'expérience utilisateurs, dont le seul objectif est de stimuler exactement tes circuits de récompense primitives sans te demander le moindre effort en retour. Chaque algorithme a été optimisé par des milliers d'heures de tests A et B pour maximiser ton temps d'engagement, ce qui est juste un euphémisme corporatif pour dire rendre l'application aussi addictive que possible. Chaque notification est calibrée pour déclencher une micro-décharge de dopamine dans ton cerveau, créant une boucle de renforcement qui te ramène encore et encore vers l'écran. Les snacks ultra transformés dans les supermarchés, ils ont été formulés en laboratoire pour activer ce qu'on appelle le point de félicité. Cette combinaison exacte de sel, sucre et gras qui court-circuite tes mécanismes naturels de satiété et te pousse à en vouloir toujours plus. Les vidéos courtes qui s'enchaînent automatiquement, elles sont conçues pour que ton cerveau n'ait jamais le temps de ressentir l'ennui ou de réaliser combien de temps tu as déjà passé à regarder. Comprends bien ceci. Ton cerveau n'est pas cassé, il n'est pas défectueux, il fonctionne exactement comme la nature l'a prévu. Le problème, c'est qu'il a été systématiquement piraté par une industrie entière qui a compris comment exploiter ses vulnérabilités ancestrales pour en tirer du profit. Tu n'es pas en train de perdre une bataille de volonté, tu es en train de perdre une guerre technologique asymétrique où l'adversaire connaît parfaitement tes faiblesses neurologiques et les exploite avec une précision chirurgicale. Maintenant que tu comprends que ton cerveau suit un calcul économique, plongeons dans le mécanisme exact qui contrôle ce calcul. Et pour cela, nous devons parler de la dopamine, probablement la molécule la plus incomprise de toute la neuroscience populaire. Quelque part dans les profondeurs de ton cerveau, cachée sous le cortex, se trouve une minuscule structure appelée le nucleus accumbens. Elle ne mesure que quelques millimètres, mais ne te laisse pas tromper par sa taille. Cette petite zone est le véritable moteur de ta motivation, le chef d'orchestre de tes désirs, le système qui décide ce qui mérite ton attention et ton énergie. Et son carburant principal, la dopamine. Mais voici l'erreur monumentale que presque tout le monde commet. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule du désir, de l'anticipation, de la motivation vers la récompense. Écoute attentivement cette nuance, car elle change absolument tout. La dopamine augmente avant la récompense, pas pendant. Elle monte en flèche quand tu anticipes quelque chose d'agréable, pas quand tu l'obtiens réellement. C'est la différence entre l'excitation de recevoir un colis que tu attends depuis des jours et le moment où tu l'ouvres et réalises que c'était finalement moins excitant que prévu. C'est exactement pour cette raison que scroller sur les réseaux sociaux est si terriblement addictif. À chaque swipe, à chaque glissement de doigt, ton cerveau pense « la prochaine vidéo sera peut-être encore meilleure, le prochain post sera peut-être exactement ce que je cherche ». Et il te bombarde de dopamine pour te motiver à continuer à chercher cette récompense hypothétique. Tu n'es pas en train de trouver du plaisir, tu es en train de chercher du plaisir. Et cette recherche elle-même qui est addictive, pas ce que tu trouves. C'est un cycle perpétuel de promesses qui te maintient engagé, une carotte constamment suspendue devant ton nez que tu ne rattrapes jamais vraiment. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment problématiques. Si tu bombardes ton système dopaminergique avec des récompenses faciles, fréquentes et intenses, ton cerveau n'est pas stupide, il s'adapte. Il doit s'adapter, car son objectif principal est de maintenir un équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Pour compenser cet afflux constant de dopamine, ton cerveau réduit progressivement le nombre de récepteurs dopaminergiques disponibles. C'est ce qu'on appelle la down-régulation ou régulation à la baisse. C'est exactement le même mécanisme que la tolérance aux drogues. Et les conséquences de cette down-régulation sont absolument dévastatrices pour ta vie quotidienne. Pour ressentir le même niveau d'intérêt, d'engagement, d'excitation qu'avant, il te faut maintenant des stimulations de plus en plus intenses. Ce livre qui te captivait comme en des heures il y a quelques années, maintenant tu n'arrives même pas à lire 3 pages sans te sentir profondément ennuyé. Ce n'est pas que le livre est devenu moins intéressant, c'est que ton seuil de stimulation a tellement augmenté que les plaisirs normaux de la vie ne peuvent plus rivaliser.
Cette séance de sport qui te donnait une sensation incroyable d'accomplissement et d'énergie, elle te semble maintenant impossible à commencer, comme si elle nécessitait un effort surhumain. Ce n'est pas que tu es devenu paresseux, c'est que ton système de récompense est tellement désensibilisé qu'il ne peut plus générer assez de motivation pour des activités qui nécessitent un effort soutenu. Ce projet créatif qui te passionnait, il te semble maintenant écrasant, trop lent, pas assez gratifiant. Ce n'est pas un manque de talent ou de passion, c'est un problème de calibration neurologique. Et voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Ce n'est pas un manque de discipline personnelle, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un phénomène de tolérance biologique, exactement comme ce qui arrive à quelqu'un qui développe une dépendance à une substance. C'est précisément pour cette raison que les personnes qui passent plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux se sentent souvent parmi les plus démotivées, les plus apathiques, les plus incapables d'accomplir des tâches difficiles. Leur système dopaminergique s'est habitué à des récompenses instantanées, constantes et sans effort. Et le monde réel, avec ses récompenses différées, ses efforts nécessaires et ses incertitudes, ne peut tout simplement pas rivaliser avec cette stimulation artificielle. Leur système dopaminergique est réglé sur haute intensité, en permanence. Et quand tu habitues à du 100 décibels constant, le silence normal de la concentration profonde ressemble à une absence totale de stimulation. Mais attends! Avant que tu ne tombes dans le désespoir en réalisant que ton cerveau a peut-être été piégé dans ce cycle, laisse-moi te donner la meilleure nouvelle que tu entendras aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on croyait il y a encore quelques décennies, ton cerveau n'est pas une structure figée, immuable, condamnée à rester dans l'état où elle se trouve actuellement. Grâce à un phénomène extraordinaire appelé neuroplasticité, ton cerveau possède une capacité remarquable à se recabler, à se réorganiser, à se transformer en fonction de ce que tu fais quotidiennement. Pense à la neuroplasticité comme un sculpteur qui travaille constamment sur une œuvre d'argile. Chaque action que tu prends, chaque choix que tu fais, chaque habitude que tu répètes, ajoute de la matière à certains endroits et en retire d'autres. Ton cerveau est littéralement remodelé par ton comportement. Et cela signifie quelque chose de profondément libérateur. Tout ce qui peut être dérégulé peut être recalibré. Tout ce qui a été désensibilisé peut être resensibilisé. Tout ce qui a été affaibli peut être renforcé. Chaque choix que tu fais aujourd'hui renforce soit les circuits neuronaux de la discipline, de la concentration et de l'effort soutenu, soit les circuits de la distraction, de la gratification instantanée et de l'évitement de l'effort. La question n'est jamais « est-ce que mon cerveau va changer ?» Ton cerveau change constamment, à chaque instant, que tu le veuilles ou non. La vraie question est « dans quelle direction est-ce que je pousse mon cerveau ?» Est-ce que tu le pousses vers plus de contrôle, de concentration, de capacité à faire des choses difficiles, ou est-ce que tu le pousses vers plus de dépendance aux stimulations faciles, plus d'impulsivité, plus d'incapacité à tolérer l'inconfort? Et c'est exactement là qu'intervient le concept dont tout le monde parle, mais que presque personne ne comprend vraiment. Le dopamine detox. Clarifions immédiatement quelque chose, car il y a énormément de confusion et de désinformation autour de ce concept. Malgré son nom, tu ne te désintoxiques pas littéralement de la dopamine. La dopamine n'est pas une toxine. C'est un neurotransmetteur essentiel dont tu as absolument besoin pour fonctionner normalement. Sans dopamine, tu ne pourrais littéralement pas bouger, penser ou ressentir quoi que ce soit. Ce dont tu te désintoxiques réellement, ce sont les sources artificielles, excessives et pathologiques de stimulation dopaminergique. Laisse-moi t'expliquer avec une métaphore parfaite. Imagine ton système dopaminergique comme un variateur de lumière. Dans un état naturel et sain, ce variateur est réglé à un niveau modéré qui te permet d'apprécier les plaisirs normaux de la vie, une bonne conversation, un repas savoureux, l'accomplissement d'une tâche, une promenade dans la nature. Mais après des mois ou des années d'exposition à des stimulations dopaminergiques artificiellement intenses, réseaux sociaux, jeux vidéo, pornographie, nourriture ultra transformée, vidéos courtes en boucle, ce variateur est maintenant coincé au maximum, bloqué sur le réglage le plus intense. Et quand tu vis avec ce variateur bloqué au maximum, la lumière naturelle du monde réel paraît pathétiquement fade. Le livre qui devrait captiver ton attention semble ennuyeux. La conversation qui devrait te stimuler intellectuellement semble banale. Le travail qui devrait te donner un sentiment d'accomplissement semble juste épuisant et vide de sens.
Le dopamine detox consiste donc à délibérément baisser l'intensité de ce variateur pour revenir à un niveau de sensibilité normal, naturel, équilibré. Et lorsque tu fais cela, lorsque tu retires temporairement ces sources de stimulation excessive, quelque chose d'absolument remarquable se produit. Tes récepteurs dopaminergiques commencent à se régénérer. Ton cerveau augmente à nouveau le nombre de récepteurs disponibles, processus qu'on appelle l'up regulation ou régulation à la hausse. C'est exactement l'inverse de la down regulation qui t'avait causé tous ces problèmes. Et soudain, progressivement, jour après jour, tu commences à redécouvrir des sensations que tu avais oubliées. Accomplir une tâche difficile redevient profondément satisfaisant. Cette sensation de fierté, de compétence, d'efficacité personnelle que tu ne ressentais plus depuis des années revient progressivement. Le sport redevient non seulement possible à commencer, mais il te redonne cette sensation incroyable d'énergie, de vitalité, d'accomplissement physique. Le travail concentré, au lieu d'être une torture mentale permanente, commence à t'apporter ce que les psychologues appellent l'état de flow. Cet état de concentration totale, où tu perds la notion du temps, où tu es complètement absorbé par ce que tu fais, où l'effort lui-même devient intrinsèquement gratifiant. Tu ne deviens pas une personne différente, tu ne deviens pas surhumain, tu redeviens simplement toi-même, version non saturée, non désensibilisée, non piratée. Tu retrouves accès à ton état naturel de fonctionnement, celui que l'évolution a passé des millions d'années à perfectionner avant que notre monde moderne ne vienne tout perturber. Maintenant que tu comprends le mécanisme, parlons franchement de pourquoi tant de personnes qui essaient un dopamine detox abandonnent en cours de route. La raison principale est terriblement simple. Ils comptent uniquement sur la volonté. Ils pensent qu'il suffit de décider de changer et que leur détermination sera suffisante pour traverser le processus. Mais voici la réalité brutale. La volonté est une ressource limitée. C'est comme un muscle qui se fatigue après usage. Et elle ne peut absolument rien contre un cerveau en manque, un cerveau en plein sevrage neurochimique. Il est absolument essentiel de comprendre qu'il existe une phase de transition inévitable, une période difficile que tu dois traverser avant que les bénéfices ne commencent à t'apparaître. Pendant les premiers jours, et parfois les premières semaines d'un vrai dopamine detox, tu vas ressentir une gamme d'émotions et de sensations profondément inconfortables. Tu ressentiras une agitation intérieure persistante, une envie constante de faire quelque chose sans savoir exactement quoi, comme si ton corps vibrait d'une énergie nerveuse que tu ne sais pas comment canaliser. Tu ressentiras de l'irritabilité. Les petites choses qui ne te dérangeaient pas avant vont soudain t'agacer profondément. Tu seras plus facilement frustré, plus rapidement en colère. Tu ressentiras de l'anxiété, parfois même sans raison apparente, une sensation de malaise diffus, d'inquiétude flottante qui semble ne venir de nulle part. Tu ressentiras de la frustration face à l'ennui. Le monde va te sembler incroyablement lent, fade, dépourvu d'intérêt. Les activités qui devraient être relaxantes te sembleront juste vides. Et par-dessus tout, tu ressentiras une envie presque irrésistible d'abandonner, de retourner vers tes anciennes habitudes, de te dire « finalement, ce n'était pas si grave » ou « je n'ai pas vraiment besoin de faire ça ». Mais écoute-moi attentivement, ce n'est pas un échec, ce n'est pas la preuve que ça ne fonctionne pas, c'est la preuve exacte que ça fonctionne. Ce que tu ressens, c'est un sevrage neurologique, c'est ton cerveau qui proteste violemment contre le retrait de ses sources habituelles de dopamine facile. C'est comme si ton système nerveux criait « Où est ma dose? J'en ai besoin maintenant !» Et voici l'information la plus cruciale, celle qui fait toute la différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui abandonnent. La phase de malaise est temporaire. Elle a un pic, elle a un point culminant, et après ce pic, elle commence à redescendre. La majorité des gens abandonnent précisément là, juste avant le moment où leur cerveau commence véritablement à se réajuster. Ils abandonnent au moment où l'inconfort est à son maximum, sans réaliser qu'ils sont à quelques jours seulement de l'autre côté. C'est comme abandonner une séance d'entraînement intense juste avant la libération d'endorphines. Ou quitter une méditation difficile juste avant le moment de clarté. Ou arrêter d'apprendre un instrument juste avant la percée qui rend tout plus fluide. Si tu comprends que ce malaise est non seulement normal mais nécessaire, si tu l'accueilles comme la preuve que ton cerveau est en train de se recalibrer, si tu continues malgré l'inconfort, le déclic arrive. Et quand il arrive, tout change. Maintenant que tu comprends la théorie, que tu comprends pourquoi tant de gens échouent et comment éviter ces pièges, passons à la pratique concrète. Comment commencer un vrai dopamine détox qui transformera réellement ton cerveau? Étape 1.
identifier tes sources personnelles de dopamine facile. La première chose à faire est de devenir conscient de tes propres sources de stimulation dopaminergique excessive. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais voici les coupables les plus communs. Ton smartphone, évidemment. Plus spécifiquement, les applications de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Toutes ces plateformes sont conçues avec la même architecture addictive. Les vidéos courtes et le contenu qui s'enchaîne automatiquement. YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels. Le format lui-même est conçu pour court-circuiter ta capacité à arrêter. Les jeux vidéo, particulièrement ceux avec des mécaniques de récompense constante, des systèmes de progression addictifs, des éléments d'hasard qui te font espérer le prochain drop rare. La nourriture ultra transformée, les snacks industriels, tout ce qui combine sucre, sel et gras dans des proportions non naturelles, spécifiquement calculées pour être hyper palatable. Le shopping compulsif, particulièrement en ligne, où l'achat se fait en un clic, sans friction, sans le temps de réflexion que nécessite un achat physique. La pornographie, qui inonde le cerveau de dopamine à des niveaux qu'aucun stimulus naturel ne pourrait jamais atteindre. Sois brutalement honnête avec toi-même. Quelles sont les activités que tu fais compulsivement, sans réfléchir, presque en pilote automatique? Quelles sont celles que tu utilises pour éviter l'ennui, pour combler les temps morts, pour échapper à l'inconfort? Ce sont précisément ces activités que tu vas devoir réduire ou éliminer temporairement. Et attention, remarque bien ce mot, temporairement. Tu n'as pas besoin d'éliminer ces sources de dopamine pour toujours. Tu n'es pas en train de rejoindre un monastère. Tu dois simplement les retirer le temps que ton cerveau se réinitialise, que tes récepteurs se régénèrent, que ta sensibilité revienne à un niveau normal. Étape 2. Choisir une durée réaliste mais significative. Maintenant, il faut définir une période de détox. Et voici quelques repères basés sur la recherche neuroscientifique et les retours d'expérience. 3 jours, c'est le strict minimum. Ça te permettra de commencer à ressentir le sevrage, de prendre conscience de tes dépendances, mais c'est généralement insuffisant pour une vraie récalibration. 7 jours, c'est déjà beaucoup mieux. C'est suffisant pour traverser le pic d'inconfort et commencer à ressentir les premiers bénéfices réels. La plupart des gens remarquent un changement notable autour du 5e ou 6e jour. 14 jours, c'est véritablement transformateur. C'est suffisant pour que ton cerveau opère des changements structurels mesurables. Les études montrent que c'est autour de 2 semaines que les bénéfices deviennent vraiment profonds et durables. 1 mois complet, c'est le niveau où tu reprogrammes littéralement ton cerveau à un niveau fondamental. Choisis une durée qui te semble ambitieuse mais atteignable. Il vaut mieux réussir 7 jours et ensuite les étendre que viser 30 jours et abandonner au 3e jour. Étape 3. Comprendre le principe de remplacement. La nature déteste le vide. Voici où la plupart des gens font une erreur fatale. Ils pensent qu'il suffit de supprimer les mauvaises habitudes. Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. La nature déteste le vide. Ton cerveau aussi. Si tu retires simplement les sources de plaisir instantané sans rien mettre à la place, tu crées un vide énorme que ton cerveau va désespérément chercher à combler. Et devine vers quoi il va naturellement se tourner. Vers les mêmes vieilles habitudes ou vers d'autres sources de dopamine faciles que tu n'avais même pas identifiées. Tu dois donc volontairement, intentionnellement, introduire des activités qui offrent des récompenses plus lentes, plus subtiles, mais infiniment plus durables et satisfaisantes. Remplace scroller par lire un livre papier. Pas un e-book sur une tablette pleine de distractions, mais un vrai livre physique que tu tiens dans tes mains. Redécouvre le plaisir de tourner les pages, de te plonger dans un texte pendant 1 heure sans interruption. Remplace commander de la nourriture par cuisiner un vrai repas. Implique-toi dans le processus de préparation. Coupe les légumes, sans les aromates. Apprends une nouvelle recette. Transforme la nutrition en une activité créative et méditative plutôt qu'une simple transaction. Remplace les podcasts et la musique constante par des marches en silence. Va te promener sans écouteurs, sans vidéo, sans aucune distraction auditive. Laisse ton esprit vagabonder. Redécouvre le pouvoir de l'ennui créatif. Remplace les playlists énergiques pendant le sport par l'entraînement en silence.
Concentre-toi sur les sensations de ton corps, sur ta respiration, sur le mouvement lui-même. Transforme l'exercice en une pratique de pleine conscience plutôt qu'une corvée à endurer. Commence un journal manuscrit. Pas sur ordinateur ou téléphone, mais à la main, avec un stylo et du papier. Écris tes pensées, tes observations, tes progrès. Ce processus lent et délibéré engage ton cerveau d'une manière complètement différente. Aie de vraies conversations en personne. Pas des échanges de messages, pas des appels vidéo rapides, des conversations réelles, en face à face, où tu dois lire les expressions faciales, le langage corporel, où tu dois vraiment écouter et être présent. Au début, et c'est absolument normal, ces activités vont te sembler fades, presque péniblement ennuyeuses. Lire un livre va sembler incroyablement lent comparé à scroller où tu absorbes des dizaines de stimulations par minute. Marcher en silence va sembler vide comparé au bombardement sensoriel constant auquel tu es habitué. Mais voici où la magie opère. Si tu persistes, si tu continues malgré cette sensation initiale de fadeur, ton cerveau commence progressivement à libérer de dopamine en anticipant ces activités aussi. Après quelques jours de lecture régulière, ton cerveau apprend l'équation « ouvrir un livre égale satisfaction d'apprendre quelque chose de nouveau, plaisir de l'immersion narrative, sentiment d'accomplissement intellectuel ». Après une semaine d'entraînement sans musique, ton cerveau commence à anticiper cette montée d'endorphine, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose de difficile, cette connexion profonde avec ton corps. Après quelques jours de cuisine maison, ton cerveau associe la préparation des repas avec le plaisir anticipé de manger quelque chose de délicieux que tu as créé, avec la fierté de nourrir ton corps correctement. Tu es littéralement en train de reprogrammer ton système de récompense. Tu enseignes à ton cerveau que les récompenses les plus profondes ne viennent pas des stimulations instantanées, mais des activités qui demandent patience, présence et efforts soutenus. Il existe une distinction philosophique et neurologique absolument cruciale que notre société moderne a complètement oubliée. Une distinction qui, lorsqu'elle est comprise, change radicalement ta relation à l'accomplissement. La différence entre plaisir et satisfaction. Le plaisir est immédiat. Il arrive instantanément, sans délai. Tu scrolles, tu reçois du plaisir. Tu manges un snack sucré, tu reçois du plaisir. Tu regardes une vidéo courte, tu reçois du plaisir. C'est rapide, c'est direct, c'est garanti. Le plaisir est court. Il dure quelques secondes, peut-être quelques minutes au maximum. Puis il disparaît, te laissant exactement là où tu étais avant, ou même dans un état pire. Le plaisir est externe. Il dépend de stimuli extérieurs, ton téléphone, la nourriture, les écrans, les substances. Sans ces stimuli extérieurs, le plaisir disparaît. Le plaisir est facile. Il ne demande aucun effort, aucune compétence, aucun développement personnel. Un enfant de 3 ans peut ressentir le plaisir d'un bonbon. Un adulte déprimé et sans but peut ressentir le plaisir de scroller. Maintenant, parlons de satisfaction. La satisfaction est lente. Elle se construit progressivement au fil des heures, des jours, parfois des semaines d'efforts soutenus. Elle n'arrive pas immédiatement. Elle demande patience et persévérance. La satisfaction est profonde. Elle ne te touche pas en surface. Elle résonne dans les couches les plus profondes de ton être. Elle crée un sentiment de plénitude, d'alignement, de cohérence intérieure. La satisfaction est interne. Elle ne dépend pas de stimuli extérieurs. Elle vient de l'intérieur, de ton propre sentiment d'accomplissement, de compétence, de croissance personnelle. Personne ne peut te la donner, mais personne ne peut te la retirer non plus. La satisfaction est méritée. Elle exige un investissement réel, temps, énergie, concentration, persévérance face aux obstacles. C'est précisément parce qu'elle est difficile à obtenir qu'elle a tant de valeur. Et voici la vérité tragique de notre époque. Notre monde moderne nous bombarde constamment de plaisir, mais nous laisse profondément affamés de satisfaction. Tu peux passer une journée entière à te divertir, à consommer du contenu, à satisfaire chaque impulsion, à rechercher chaque micro-plaisir disponible, et t'endormir le soir en te sentant vide, insatisfait, avec ce sentiment diffus mais persistant que tu as gaspillé ta journée. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a reçu du plaisir, de tonnes de plaisir, mais absolument aucune satisfaction.
Aucun sentiment d'avoir construit quelque chose, d'avoir progressé vers un objectif significatif, d'avoir utilisé tes talents et capacités d'une manière qui compte vraiment. Un dopamine détox inverse complètement cette dynamique. Il te fait passer d'une vie centrée sur la recherche du plaisir à une vie centrée sur la construction de satisfaction. Et voici la vérité contre-intuitive que très peu de gens connaissent, mais que la neuroscience a clairement démontrée. La satisfaction libère plus de dopamine, sur le long terme, que le plaisir instantané. Laisse-moi t'expliquer ce paradoxe apparent. Quand tu accomplis quelque chose de véritablement difficile, quand tu traverses la résistance, l'inconfort, le doute, et que tu en sors victorieux de l'autre côté, ton cerveau ne libère pas seulement de la dopamine. Il libère un cocktail neurochimique extraordinairement puissant et complexe. Il y a la dopamine, oui, mais également la sérotonine, qui régule ton humeur et crée un sentiment de fierté et de statut. Il y a des endorphines, qui produisent cette sensation d'euphorie naturelle, ce que l'on appelle le Bronner's High chez les athlètes. Il y a même de l'oxytocine, si ton accomplissement implique d'aider les autres ou de créer des connexions sociales. Il y a même des facteurs neurotrophiques qui encouragent littéralement la croissance de nouveaux neurones. C'est ce que ressentent les marathoniens après avoir franchi la ligne d'arrivée, pas après avoir regardé quelqu'un d'autre courir un marathon sur YouTube. C'est ce que les créateurs ressentent après des heures de travail profond et concentré sur un projet, pas après avoir consommé passivement le travail des autres. C'est ce que les personnes qui méditent régulièrement, qui font de l'exercice régulièrement, qui construisent quelque chose de significatif sur le long terme ressentent. C'est cette paix intérieure profonde, cette confiance en soi qui vient de savoir que tu es capable de faire des choses difficiles. Et cette forme de récompense neurochimique est infiniment plus durable, plus stable, plus authentiquement satisfaisante que n'importe quelle notification, n'importe quelle vidéo virale, n'importe quel like sur les réseaux sociaux. Maintenant que nous avons exploré les mécanismes pratiques, plongeons dans ce que les neurosciences nous révèlent sur la nature même de la discipline et pourquoi elle devient plus facile avec le temps. Les études d'imagerie brénale nous ont appris quelque chose de fascinant. La gratification différée et la gratification instantanée n'activent pas les mêmes régions du cerveau. Ce ne sont pas simplement des choix différents, ce sont des modes de fonctionnement neurologiques fondamentalement différents. Quand tu choisis la gratification différée, quand tu décides de travailler sur ton projet au lieu de regarder des vidéos, quand tu choisis la salle de sport plutôt que le canapé, quand tu résistes à l'impulsion de vérifier ton téléphone, tu actives le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie la plus évoluée, la plus récente de ton cerveau en termes d'évolution. C'est le siège de la planification à long terme, de la prise de décision rationnelle, du contrôle des impulsions, de la pensée abstraite, de tout ce qui te distingue fondamentalement des autres animaux. Quand tu actives cette région, quand tu la stimules, quand tu la fais travailler, elle se renforce. Les connexions neuronales deviennent plus robustes. Les communications entre neurones deviennent plus efficaces. C'est littéralement comme entraîner un muscle. A l'inverse, quand tu choisis systématiquement la gratification instantanée, tu actives principalement le système limbique, les structures cérébrales primitives, responsables des émotions, des impulsions, des réactions automatiques. Le système limbique est incroyablement ancien en termes d'évolution. C'est le brain que tu partages avec les reptiles, les oiseaux, tous les mammifères. C'est rapide, c'est puissant, mais c'est primitif. Il ne planifie pas, il ne réfléchit pas aux conséquences. Il réagit à l'instant présent, basé sur un calcul simple. Est-ce que ça fait du bien maintenant? Oui? Alors fais-le. Voici donc ce qui se passe au niveau neurologique quand tu pratiques régulièrement la discipline. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, tu renforces les circuits du cortex préfrontal et tu affaiblis les circuits impulsifs du système limbique. Chaque fois que tu résistes à une tentation, tu ne fais pas qu'accumuler des points de volonté. Tu modifies littéralement l'architecture de ton cerveau. Tu construis des autoroutes neuronales qui rendent les choix disciplinés plus faciles la prochaine fois. Tu es en train d'upgrader ton système d'exploitation neurologique. Et voici l'aspect le plus remarquable de ce processus. Avec suffisamment de répétitions, ton réglage par défaut change complètement. Au début, la discipline ressemble à une bataille constante. Chaque choix demande un effort conscient, une lutte contre tes impulsions naturelles. C'est épuisant. C'est pourquoi tant de gens abandonnent. Mais si tu persistes, quelque chose de magique se produit progressivement.
La discipline cesse d'être une lutte. Elle devient ton état naturel. Ton cerveau commence à préférer les activités qui demandent effort et concentration. Parce qu'il a appris, au niveau neurologique, pas juste conceptuel, que ce sont ces activités qui produisent les récompenses les plus profondes et les plus durables. Ce n'est pas que la discipline devient facile, dans le sens où elle ne demande plus d'effort. C'est que ton cerveau commence à désirer cet effort, à l'anticiper avec plaisir plutôt qu'avec appréhension. C'est exactement ce que les gens veulent dire quand ils affirment que la discipline devient une habitude. Ce n'est pas une métaphore motivationnelle, c'est une description littérale de ce qui se passe dans ton cerveau quand les circuits neuronaux de la discipline deviennent plus forts que les circuits de l'impulsivité. Tu développes ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque. La motivation qui vient de l'intérieur, pas de récompense externe. Tu fais les choses pour la satisfaction inhérente qu'elles apportent, pour le sentiment d'accomplissement, pour la croissance personnelle, pas pour une carotte externe ou pour éviter un bâton. Et c'est la forme la plus élevée, la plus durable de discipline. Pas forcée, pas douloureuse, naturelle. C'est qui tu deviens au niveau identitaire, pas juste ce que tu fais. Maintenant, parlons concrètement de ce qui se passe quand tu réussis un vrai dopamine détox. Pas la théorie, pas les mécanismes neurologiques abstraits, mais l'expérience vécue, les changements tangibles que tu vas observer dans ta vie quotidienne. Le premier changement que tu remarqueras, ton attention s'allonge de manière spectaculaire. Des tâches qui te semblaient impossibles à maintenir pendant plus de quelques minutes, lire un chapitre de livre, travailler sur un document complexe, suivre une conversation approfondie, te tiendront soudainement concentré pendant 1 heure, parfois 2 heures, sans effort conscient. Ce n'est pas que tu es devenu magiquement plus intelligent ou plus capable. C'est que ton cerveau a retrouvé sa capacité naturelle de concentration soutenue. Cette capacité qui était simplement étouffée sous des couches de surstimulation. Le deuxième changement, une clarté mentale que tu avais oubliée. C'est difficile à décrire jusqu'à ce que tu le ressentes, mais c'est comme si un brouillard mental permanent que tu ne savais même pas être là se levait soudainement. Tes pensées deviennent plus claires, plus organisées, plus accessibles. Les idées créatives reviennent plus facilement. Les solutions aux problèmes émergent naturellement. Les décisions deviennent plus simples parce que tu n'es plus constamment distrait par l'envie de vérifier ton téléphone, par la tentation de scroller juste un instant. Le troisième changement, ton niveau d'énergie se stabilise et augmente. Tu ne seras plus soumis aux montagnes russes des pics et chutes de dopamine. Fini ces moments où tu te sens hyper stimulé, suivi immédiatement d'un crash où tu te sens vidé, épuisé, incapable de rien faire. Ton énergie devient plus stable, plus prévisible, plus riable. Tu te réveilles le matin avec une vraie énergie, pas cette fatigue résiduelle qui vient d'avoir surstimulé ton cerveau jusque tard dans la nuit. Le quatrième changement, et c'est probablement le plus surprenant, tu ressentiras une vraie excitation, un véritable désir pour des tâches qui te semblaient apparemment être des corvées absolues. Ce projet que tu repoussais depuis des semaines, voire des mois, tu auras soudainement envie d'y travailler, pas parce que tu dois le faire, mais parce que ton cerveau anticipe maintenant le sentiment d'accomplissement qui viendra de sa réalisation. Cette séance de sport que tu redoutais, tu l'attendras avec une forme d'impatience, parce que ton cerveau a redécouvert le plaisir profond de l'apprentissage, de la découverte intellectuelle. Et écoute bien ceci, ce n'est pas de la positivité toxique. Ce n'est pas de la motivation artificielle qu'il faut constamment entretenir avec des vidéos inspirantes et des citations motivantes sur Instagram. C'est simplement ton cerveau qui fonctionne comme il était censé fonctionner avant d'être systématiquement piraté par les algorithmes, avant d'être conditionné à rechercher constamment la prochaine dose de dopamine facile. C'est ton état naturel. C'est à quoi ressemble une vie où ton système de récompense est calibré correctement. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important.
quelque chose que beaucoup de gourous du développement personnel préfèrent ignorer parce que ce n'est pas aussi vendeur, pas aussi rassurant. Un dopamine détox n'est pas une solution unique et définitive. Ce n'est pas comme si tu faisais 2 semaines de détox et ensuite tu étais guéri pour toujours, immunisé contre la distraction, définitivement discipliné pour le reste de ta vie. Ton cerveau reviendra naturellement, inévitablement, vers le chemin de moindre résistance. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est littéralement une caractéristique fondamentale de comment fonctionne un bris humain. L'économie d'énergie est câblée dans ton ADN neurologique. Le monde moderne continuera également à évoluer, à créer de nouvelles applications plus addictives, de nouveaux algorithmes plus puissants, de nouvelles façons de capter ton attention et de l'exploiter pour du profit. Alors, quelle est la vraie solution ? La vraie solution, la stratégie à long terme, c'est de créer des systèmes, des structures, des environnements qui rendent la discipline naturellement plus simple que la distraction. C'est là que l'architecture de ton environnement devient absolument essentielle, cruciale, non négociable. Parce que voici une vérité fondamentale du comportement humain que la recherche en psychologie a démontré encore et encore. Tu ne peux pas compter uniquement sur ta volonté si ton environnement te sabote constamment. La volonté est comme un muscle qui se fatigue. À la fin d'une longue journée stressante, quand tu es épuisé, affamé, frustré, ta volonté est au plus bas. Et si à ce moment précis ton téléphone est sur ta table de chevet, facilement accessible, avec toutes tes applications addictives prêtes à s'ouvrir en un simple touch, tu sais ce qui va se passer. Mais si à la place, ton téléphone est dans une autre pièce, éteint, avec les applications les plus distrayantes supprimées, la résistance nécessaire pour y accéder est suffisamment élevée pour que, dans ton état de fatigue, tu ne prennes même pas la peine d'essayer. Tu dois donc organiser ta vie, structurer ton environnement pour que les activités riches en dopamine facile soient difficiles d'accès. Les activités qui créent de la satisfaction soient faciles à commencer. Voici quelques exemples concrets, actionnables immédiatement. Supprime les applications de réseaux sociaux de ton téléphone. Pas juste les cacher dans un dossier, les supprimer complètement. Si tu as vraiment besoin d'y accéder, tu peux le faire via un navigateur web. Mais cette friction supplémentaire suffit souvent à briser l'impulsion automatique. Utilise des bloqueurs de sites pendant tes heures de travail. Des applications comme Freedom, Cold Turkey ou les paramètres de temps d'écran intégrés. Rend physiquement impossible l'accès aux sites distrayants pendant les périodes où tu veux être productif. Mets ton téléphone dans une autre pièce quand tu travailles sur quelque chose d'important, pas juste retourner sur ton bureau, dans une autre pièce. La simple distance physique crée une barrière suffisante. Organise ton espace physique pour que la nourriture saine soit visible et facilement accessible, et que la malbouffe soit cachée, difficile à atteindre, ou mieux encore, absente de ta maison. Prépare tes vêtements de sport la veille et laisse-les bien visibles. Réduis le nombre de décisions et d'actions nécessaires entre « je devrais faire du sport » et « je suis en train de faire du sport ». Remplace la télévision dans ta chambre par des livres sur ta table de nuit. Rends la lecture plus accessible que le binge-watching. Chaque barrière que tu installes contre la distraction, chaque facilitation que tu crées pour les activités disciplinées, est un vote pour la personne que tu veux devenir. Tu es en train de voter avec ton architecture environnementale, pas juste avec ta volonté. Il y a un dernier élément absolument crucial que presque tout le monde oublie quand il parle de discipline et de transformation personnelle. L'impact massif de ton environnement social. Les gens autour de toi influencent constamment, quotidiennement, inconsciemment, ton niveau de dopamine et tes comportements. Les neurosciences sociales ont découvert quelque chose de fascinant. Nous avons des neurones miroirs qui nous font littéralement ressentir et adopter les comportements des personnes autour de nous. Ce n'est pas métaphorique, c'est neurologique.
Ton cerveau imite automatiquement les états émotionnels et les comportements des gens avec qui tu passes du temps. Si toutes les personnes dans ton entourage proche passent leur journée à scroller sans fin, à binge-watcher des séries, à chercher constamment la gratification immédiate, à éviter systématiquement l'effort et l'inconfort, tu seras naturellement, neurologiquement, tiré dans cette direction. Pas parce que tu es faible, mais parce que c'est ainsi que fonctionne un cerveau social. Un cerveau qui a évolué dans des groupes tribaux où l'imitation des comportements du groupe était essentielle à la survie. Mais l'inverse est également vrai, et c'est là que réside une opportunité extraordinaire. Si tu t'entoures intentionnellement de personnes qui valorisent la concentration profonde, la discipline, le travail exigeant, l'accomplissement à long terme, leurs habitudes deviennent littéralement contagieuses. Quand tu vois quelqu'un dans ton entourage proche se lever tôt chaque matin pour travailler sur son projet, ton cerveau enregistre « c'est un comportement normal ». C'est ce que font les gens comme nous. Quand tu observes quelqu'un refuser systématiquement les distractions faciles pour rester concentré sur ses objectifs, ton cerveau apprend « c'est un comportement valorisé ». C'est ce qui mène au respect et à l'accomplissement. Ça ne signifie absolument pas que tu dois abandonner tes amis actuels. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir un élitiste snob qui juge les autres pour leurs choix. Ça veut simplement dire être intentionnel, conscient dans tes choix, avec qui tu passes ton temps et surtout ce que vous faites ensemble quand vous êtes ensemble. Tu peux avoir des amis avec qui tu regardes des films, détends, ris, passes du bon temps. C'est important, c'est humain, c'est nécessaire. Mais tu as également besoin de trouver, de rechercher activement, de cultiver des relations avec des personnes qui te tirent vers le haut, qui incarnent les comportements que tu veux développer, qui te challengent à devenir meilleur. Cherche des environnements qui renforcent naturellement les comportements que tu veux développer. Rejoins un groupe de course si tu veux courir plus. Trouve un club de lecture si tu veux lire plus. Trouve des partenaires d'accountability, des gens qui avancent dans la même direction que toi. Ton cerveau ne se façonne pas seulement par ce que tu fais individuellement. Il se façonne également, profondément, par avec qui tu le fais, par qui tu observes, par qui tu imites inconsciemment. À ce stade, je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent. Je peux pratiquement entendre l'objection qui monte dans votre esprit. Mais pourquoi rendre la vie intentionnellement plus difficile ? Pourquoi se priver volontairement de plaisirs accessibles ? Ça ressemble à une forme de masochisme. Ça a l'air misérable. C'est une objection légitime, compréhensible. Et c'est exactement le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Tu réfléchis avec un cerveau déjà détourné, déjà désensibilisé, déjà conditionné. Dans ton état actuel, avec ton système dopaminergique saturé, oui, la discipline semble définitivement plus dure, plus douloureuse, plus contraignante que la distraction. Mais ce que tu ne réalises pas encore parce que tu ne l'as jamais expérimenté depuis que ton cerveau a été piraté, c'est de l'autre côté. Quand ton cerveau est rééquilibré, quand tes récepteurs sont resensibilisés, quand ton système de récompense fonctionne comme prévu, c'est l'inverse complet. La discipline devient plus facile, plus naturelle et plus satisfaisante que la distraction. La distraction, elle, te laisse systématiquement avec un sentiment de vide, d'anxiété diffuse, de culpabilité lancinante, de temps perdu que tu ne récupéreras jamais, d'objectifs toujours repoussés. La discipline, elle, te laisse avec un sentiment de fierté authentique, de confiance en toi-même, de maîtrise de ta vie, de progression constante vers ce qui compte vraiment pour toi. Alors, réfléchissons honnêtement. Qu'est-ce qui est réellement difficile ? Est-ce que c'est difficile de passer tes journées à courir après des micro-shots de dopamine qui ne te satisfont jamais vraiment, qui te laissent toujours légèrement vide, toujours en train de chercher la prochaine distraction ? Ou est-ce que c'est difficile de construire progressivement une vie où l'effort lui-même, le processus d'accomplissement lui-même, devient intrinsèquement gratifiant ? Le chemin qui semble le plus simple, le plus confortable à court terme, céder à chaque impulsion, rechercher chaque plaisir instantané, éviter systématiquement l'inconfort, est presque toujours le plus douloureux, le plus insatisfaisant, le plus rempli de regrets à long terme. Et le chemin qui semble le plus exigeant à court terme, développer la discipline, résister aux tentations faciles, faire des choses difficiles, est presque toujours celui qui mène à la vie la plus satisfaisante, la plus fière, la plus alignée avec qui tu veux vraiment être.
Tout ce processus, toute cette transformation dont nous parlons depuis le début, se résume finalement à une seule chose fondamentale. Reprendre la souveraineté de ton propre esprit. Soyons brutalement honnêtes pour un moment. Vraiment honnêtes. Pour l'instant, en ce moment même, ce n'est pas vraiment toi qui décides de ce que tu fais de ton temps, de ton attention, de ton énergie. Ton téléphone dicte quand tu t'ennuies et quand tu es stimulé. Les algorithmes dictent à quoi tu penses, quelles idées occupent ton esprit, quelles émotions tu ressens à différents moments de la journée. Les applications dictent comment tu utilises ton temps libre, comment tu décompresses après le travail, même comment tu t'endors le soir et comment tu te la réveilles le matin. Les notifications décident quand ton attention est interrompue, quand tu arrêtes ce que tu fais pour vérifier ton écran. Ce n'est pas de la liberté, c'est l'illusion de la liberté. C'est un piratage sophistiqué, systématique de ton attention, de ta volonté, de ton agence personnelle. La vraie liberté, la liberté authentique et profonde, c'est d'avoir un cerveau qui travaille pour toi, pas contre toi. C'est de pouvoir choisir consciemment des choses difficiles et de prendre du plaisir réel à les faire. Pas parce que tu te forces, mais parce que ton système de récompense est aligné avec tes valeurs et tes objectifs à long terme. C'est de te lever le matin avec une vraie motivation intrinsèque, un vrai désir de travailler sur ce qui compte pour toi. C'est de te coucher le soir avec un sentiment de satisfaction authentique, de fierté légitime, plutôt qu'avec cette culpabilité sourde qui vient d'avoir encore une fois gaspillé ta journée sur des choses qui ne comptent pas vraiment. Ce qui t'attend de l'autre côté de ce processus, ce n'est absolument pas la perfection. Ce n'est pas non plus la facilité permanente où plus rien ne demande jamais d'effort. Ce qui t'attend, c'est l'alignement. C'est cet état où tes actions quotidiennes sont enfin cohérentes avec tes intentions profondes, où tes choix minute par minute sont finalement tournés vers tes objectifs à long terme, où ce que tu dis vouloir et ce que tu fais réellement ne sont plus en contradiction constante. Sache une chose importante. Ce processus de recablage neurologique ne s'arrête jamais vraiment définitivement. À chaque instant de ta vie, à chaque choix que tu fais, tu renforces soit les circuits de la discipline, soit les circuits de la distraction. Il n'y a pas de position neutre. Chaque décision est un vote. Mais voici la bonne nouvelle extraordinaire. Une fois que tu auras véritablement réinitialisé ton système dopaminergique, une fois que tes récepteurs seront resensibilisés, une fois que ton cerveau aura réappris à trouver de la satisfaction dans l'effort, les choix deviennent naturellement, presque automatiquement plus simples. La distraction attire moins. Le bruit constant devient irritant plutôt que réconfortant. Les plaisirs instantanés perdent leur pouvoir d'attraction magnétique. Le travail profond, lui, attire plus. La concentration prolongée devient addictive, dans le bon sens du terme. L'accomplissement de tâches difficiles procure une satisfaction que rien d'autre ne peut égaler. Tu développes ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque. Cette forme de motivation qui ne dépend d'aucune récompense externe, d'aucune validation extérieure. Tu fais les choses pour la satisfaction inhérente qu'elles apportent, pour le sentiment d'accomplissement, pour la croissance personnelle qu'elles représentent, pour l'alignement qu'elles créent entre qui tu es et qui tu veux devenir. Ce n'est plus forcé, ce n'est plus douloureux, c'est naturel. C'est qui tu deviens au niveau identitaire fondamental, pas juste ce que tu fais superficiellement. Alors voilà exactement ce que je veux que tu fasses. Pas demain, pas lundi prochain, pas après avoir regardé encore 3 vidéos motivantes, maintenant, immédiatement. Ne te contente pas de regarder cette vidéo, de hocher la tête en pensant « c'est intéressant », puis de passer à autre chose en retournant à tes vieilles habitudes. Ça, c'est l'ancienne version de toi, celle qui accumule des connaissances sans jamais les appliquer, celle qui comprend intellectuellement mais ne transforme jamais. Fais un choix concret, maintenant, tout de suite. Identifie quelle est la plus grande source de dopamine vide dans ta vie personnelle. Tu la connais déjà, c'est cette chose que tu fais compulsivement, sans même y penser, et qui vole des heures précieuses de ta vie chaque jour. Pour certains, c'est TikTok ou Instagram, pour d'autres, c'est YouTube en autoplay, pour d'autres encore, c'est les jeux vidéo ou le shopping en ligne compulsif, ou vérifier constamment les actualités. Identifie-la, clairement, nomme-la spécifiquement.
Puis engage-toi, vraiment, engage-toi. Pas juste j'aimerais bien ou je vais essayer. À l'éliminer complètement pendant 7 jours exactement. Pas pour toujours, pas pour le reste de ta vie, juste 7 jours, une semaine. C'est tout. 7 jours pendant lesquels tu vas observer avec une curiosité scientifique ce que se passe dans ton cerveau, dans ton corps, dans ta vie. Observe l'agitation intérieure qui va monter, probablement dès le premier jour. Cette sensation d'inconfort, d'ennui intense, cette envie compulsive de revenir à ton ancienne habitude. Ne la combats pas, observe-la simplement, reconnais-la pour ce qu'elle est. Ton cerveau en manque, ton système dopaminergique qui proteste. Observe quand elle atteint son pic. Pour la plupart des gens, c'est autour du jour 3 ou 4. C'est là que c'est le plus difficile, là où la tentation d'abandonner est la plus forte. C'est exactement là que tu dois tenir bon, parce que tu es à quelques heures seulement du tournant. Observe quand elle commence à diminuer, généralement autour du jour 5 ou 6. Tu remarqueras que l'envie est toujours là, mais moins intense, moins obsédante. Tu commences à respirer mentalement. Observe ce qui remplit l'espace laissé vide. Quand tu ne passes plus 2 heures par jour à scroller, qu'est-ce qui émerge naturellement? Peut-être des pensées que tu évitais, peut-être des projets que tu repoussais, peut-être une créativité que tu avais oubliée, peut-être juste du silence intérieur, du calme mental que tu n'avais pas ressenti depuis des années. Observe comment ta relation à l'effort change progressivement. Cette tâche qui te semblait insurmontable au jour 1, comment l'aperçois-tu maintenant au jour 7? Ce livre que tu n'arrivais pas à ouvrir, arrives-tu maintenant à lire plusieurs pages à défiler? Cette conversation qui te semblait ennuyeuse, y trouves-tu maintenant plus de profondeur? Documente tout ça. Écris-le dans un journal, note-le dans ton téléphone, enregistre des notes vocales. Capture cette transformation en temps réel. Parce que quand tu verras, et je dis bien quand, pas si, quand tu verras ton cerveau se réajuster littéralement en direct, quand tu sentiras les changements neurologiques se produire non pas en théorie, mais dans ton expérience vécue, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière volontairement. Tu comprendras, pas intellectuellement, mais viscéralement, que tu n'es pas fait pour être l'esclave d'algorithmes conçus pour te maintenir engagé. Tu comprendras que tu n'es pas fait pour vivre dans un état constant d'agitation mentale, passant d'une stimulation à l'autre, sans jamais vraiment être présent, sans jamais vraiment accomplir quelque chose de significatif. Tu es fait pour accomplir des choses difficiles, tu es fait pour te concentrer profondément pendant des heures, tu es fait pour créer, construire, contribuer, grandir, tu es fait pour ressentir la vraie satisfaction qui vient de l'effort soutenu, pas le plaisir vide qui vient de la consommation passive. Et le plus incroyable, tu es fait pour aimer ça, pour désirer cet effort, pour anticiper avec plaisir le défi, pas juste la récompense finale. Cette version de toi existe déjà, elle n'attend pas d'être créée de toutes pièces. Elle attend simplement d'être redécouverte, libérée, désenterrée sous les couches de conditionnement et de surstimulation. Elle est là, sous les surfaces. Elle a toujours été là. Et le chemin pour la joindre, pour devenir enfin cette personne que tu sais que tu es capable d'être, commence par un seul choix simple mais radical. Laisser ton cerveau respirer, te couper du bruit constant, créer de l'espace, tolérer l'inconfort temporaire. Et croire, vraiment croire, même sans preuve immédiate, que derrière cet inconfort temporaire de quelques jours se cache une transformation profonde, durable, qui changera fondamentalement ta relation à l'effort, à l'accomplissement, à ta propre vie. Ton cerveau possède une capacité remarquable d'adaptation, de réparation, de transformation. Il est prêt à être réécrit, recalibré, réinitialisé. La neuroplasticité est de ton côté. La biologie est de ton côté. Des millions d'années d'évolution sont de ton côté. La seule question qui reste maintenant, la seule qui compte vraiment, es-tu prêt, toi? Es-tu prêt à passer 7 jours, juste une semaine, à découvrir de quoi tu es vraiment capable quand ton cerveau fonctionne pour toi plutôt que contre toi? Es-tu prêt à échanger quelques jours d'inconfort contre potentiellement une vie entière de plus grande maîtrise, de plus grande satisfaction, de plus grand accomplissement? Es-tu prêt à arrêter de collectionner des informations et commencer enfin à transformer ta vie? Parce que tout ce que tu viens d'apprendre, les mécanismes neurologiques, les stratégies pratiques, les principes scientifiques, tout cela ne vaut absolument rien, zéro, aucune valeur, si ça reste juste de l'information dans ta tête. La connaissance sans action n'est que divertissement intellectuel. C'est juste une autre forme de procrastination sophistiquée. Le moment de commencer n'est pas demain. Ce n'est pas lundi prochain quand tu auras mieux préparé ton environnement. Ce n'est pas après les vacances, ou après ce projet important au travail, ou après cette période stressante.
Ces moments parfaits n'arrivent jamais. Il y aura toujours une raison de reporter, de repousser, d'attendre. Le moment, c'est maintenant. Alors voilà ce que je te propose comme tout premier pas, si simple que tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. Dès que cette vidéo se termine, avant de cliquer sur la prochaine, avant de checker tes notifications, avant de faire quoi que ce soit d'autre, prends ton téléphone, va dans tes paramètres et supprime une seule application, celle que tu sais être ta plus grande source de distraction. Celle dont tu vérifies l'ouverture machinalement 10, 20, 50 fois par jour. Une seule application. C'est tout ce que je te demande pour commencer. Supprime-la. Pas demain, maintenant. Et observe ce qui se passe dans les 7 prochains jours. Observe ton cerveau qui se rébelle d'abord, puis qui s'apaise progressivement. Observe ton attention qui s'allonge. Observe ta créativité qui revient. Observe ta satisfaction qui augmente. Observe la personne que tu deviens quand tu arrêtes de fuir constamment l'ennui, l'inconfort, le silence. Et quand tu auras fait ça, quand tu auras vu de tes propres yeux que c'est possible, que ton cerveau peut vraiment changer, que la discipline peut vraiment devenir naturelle, tu ne pourras plus revenir en arrière et prétendre que tu ne savais pas. Tu ne pourras plus te raconter l'histoire que tu es juste comme ça, que tu manques de discipline, que tu n'es pas fait pour accomplir de grandes choses. Tu sauras la vérité, que tu es capable d'infiniment plus que ce que tu croyais possible. Que ton cerveau est une machine d'adaptation extraordinaire. Que la discipline n'est pas un don réservé à quelques élus chanceux. C'est une compétence qui se développe, un muscle qui se renforce, un état qui se cultive. Et tout commence aujourd'hui, tout commence maintenant. Tout commence avec toi, prenant la décision, pas demain, pas bientôt, mais maintenant, de reprendre le contrôle. Ton cerveau est prêt à être réécrit. La question n'a jamais été « est-ce possible ?» La question a toujours été « es-tu prêt à faire ce qu'il faut, même quand c'est inconfortable, même quand tes vieilles habitudes te supplient de revenir, même quand ton cerveau en manque, essaie de te convaincre que ce n'est pas si important. » 7 jours, une semaine, 168 heures. C'est tout ce qui se dresse entre toi maintenant et une version de toi que tu as presque oublié pouvoir devenir. Alors, je te le redemande une dernière fois. Es-tu prêt ?